Monsieur Lurton, merci beaucoup de nous accueillir dans votre QG de campagne. Bonjour. Et vous nous recevez dans le cadre de cette démarche du pacte pour la transition. Alors vous avez souhaité vous engager sur ce pacte. Dites-nous pourquoi, qu'est-ce que ça représente à vos yeux, le pacte pour la transition? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, j'ai commencé ma campagne par une consultation de nos concitoyens. Au mois de septembre, octobre, j'ai décidé de consulter l'ensemble des citoyens de Saint-Malo par l'intermédiaire d'un journal que j'ai distribué dans toutes les boîtes de lettres et par l'intermédiaire de 18 réunions publiques que j'ai organisées dans tous les quartiers de Saint-Malo, avant de lancer cette campagne électorale. Et j'ai décidé de tenir compte des résultats de cette grande consultation des Malouines et des Malouins pour élaborer mon programme de campagne. Et voyez-vous, en analysant les résultats des très nombreuses réponses qui me sont parvenues, plus de 1000 réponses en matière de sondage, c'est un très beau score, eh bien je me suis rendu compte que l'environnement, le climat, la préoccupation énergétique, la transition énergétique étaient les thèmes qui arrivaient très largement en première position. Donc je me suis dit qu'il fallait que l'on évolue sur le regard que l'on portait sur ce sujet et qu'on l'intègre pleinement dans notre programme de campagne, que ce sujet allait devenir le fil rouge de ma campagne électorale. Très bien. Et donc je crois que justement ce qui sert de préambule au pacte, qui sont les 3 principes qui sous-tendent le pacte, retiennent particulièrement votre attention. Pourquoi ? Les 3 principes qui sous-tendent le pacte retiennent mon attention, oui, parce que je pense qu'on ne peut que y adhérer. La sensibilisation et la formation à la transition des personnels municipaux, de l'ensemble des agents qui tournent autour du service municipal, à partir du moment où vous voulez mettre l'environnement comme thème central de votre politique, l'environnement, le climat, la nature, l'écologie, les animaux, tous ces sujets, eh bien, il faut que les agents adoptent la même pensée que vous sur ces sujets, adoptent les mêmes orientations pour pouvoir après les traduire dans les décisions que nous prenons. La co-construction des politiques locales, c'est un peu c'est un principe qui ne pose aucun problème, et l'intégration des impacts à long terme et de l'urgence climatique et sociale. Tout le monde sait ce qui se passe sur la planète actuellement, le réchauffement climatique, la montée des eaux, et à Saint-Malo nous sommes parfaitement sensibles à cette problématique. Eh bien, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut se positionner contre ce principe A, ce principe B et ce principe C. Ça me paraît être une évidence. Mon collègue Christophe a peut-être envie de rajouter quelque chose. Bon, il faut juste également rappeler que tous ces principes sont rappelés et dans la Constitution et dans des documents opérationnels au niveau de la région, le STRADET, au niveau de la communauté d'agglomération, le plan climat, air, énergie. Territorial, oui, tout à fait. Très bien. On en reparlera un peu plus tard. Alors, tout d'abord, il y a toute une série de mesures qui a trait aux politiques d'achat, aux services publics. Comment voyez-vous, pour les 6 années à venir, votre projet quant à aux achats municipaux, et peut-être pas que? Parce que là, vous voyez, se doter d'une politique ambitieuse d'achat public responsable, je vois que vous vous positionnez dessus, et également financer des projets de la commune, prioritairement par des prêts issus de ressources de financement éthique. Vous avez... sur la première, sur la politique ambitieuse d'achat public responsable, ça me paraît tout à fait compatible avec une politique d'achat d'une collectivité, donc ça ne me pose aucune difficulté chaque fois que c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite coché cette priorité en position 1. Sur la deuxième possibilité, je m'interroge un peu plus parce que il nous faut des financements éthiques, ça c'est évident. On a bien vu ce que donnaient des financements qui posaient des difficultés à certaines collectivités. La situation dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui, c'est très compliqué, mais je ne suis pas sûr de pouvoir répondre sur ce sujet parce que je n'ai pas forcément la technicité suffisante, donc je préfère être prudent. Très bien. La mesure numéro 3 mérite aussi d'être soulignée. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100% en énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public. Alors c'est dans notre programme. C'est dans notre programme. Il y a juste mis 2 parce que le 100%, à mon avis, ça va se faire d'un coup. Donc il faut quand même aller progressivement, mais le remplacement de tous les véhicules de la ville doit être fait par des véhicules à énergie propre, si possible des véhicules électriques, mais on voit bien
bien que tout évolue dans ce domaine et je suis prêt à regarder les évolutions sur l'éclairage public, la fibre optique, dont le déploiement va quand même être accéléré dans les 2 années à venir à Saint-Malo, peut permettre des régulations de l'éclairage public extrêmement importantes. Et puis on a un travail progressif de transformation de tout l'éclairage public en LED qui est en train de se faire et que l'on doit continuer à avancer sur les bâtiments. Et bien là encore, nous avons rencontré nos partenaires qui sont en charge de l'installation de la fibre optique et ils nous expliquent que demain, quand la fibre passera partout, on pourra gérer d'un point central l'ensemble de l'éclairage des bâtiments. Si vous oubliez d'éclairer, d'éteindre en sortant un soir une salle de sport, et bien tout ça se déclenchera maintenant automatiquement grâce à ces nouveaux systèmes numériques. Donc en fait, vous intégrez de l'intelligence artificielle à Saint-Malo. Absolument. Et est-ce que vous pensez déployer la 5G sur Saint-Malo ? Puisque effectivement nous avons la fibre d'ores et déjà. Alors là, la fibre, à mon avis, répond aux demandes, largement aux demandes des habitants. Je pense, en tout cas, la 5G fait débat. Absolument. La 5G fait débat et je tiendrai compte de ce débat. Vous savez, la politique municipale que je souhaite impulser à Saint-Malo, et la grande consultation, j'y reviens, du début de ma campagne, c'est l'idée de concerter. Concerter la population, travailler, décider. C'est ça les thèmes de ma campagne. Concerter, travailler, décider. Si je ne m'étais pas impliqué cette concertation dans ma campagne électorale même, comment aurais-je été crédible vis-à-vis des citoyens de Saint-Malo? Je vois bien que sur la 5G aujourd'hui, et ça m'est dit dans mes réunions, il y a un débat, oui. Eh bien débattons et nous verrons ce qu'il en est. Très bien, très bien. Concernant les énergies renouvelables, il y a des objectifs ambitieux qui sont la neutralité carbone en 2050, les objectifs de la communauté d'agglomération d'avoir 52% d'énergie renouvelable en 2030. Donc, nous souhaitons le faire de façon ambitieuse et nous proposons en particulier le développement de surfaces photovoltaïques de 700 à 3000 m² sur des bâtiments communaux et industriels. En tout cas, tout faire pour avoir le maximum d'énergie renouvelable et également de diminuer les consommations. Vous avez 10 000 points lumineux à Saint-Malo. Oui. Pour l'instant, 3 000 sont en LED et on peut moduler de façon très importante encore. D'accord. Parce que justement, sur l'approvisionnement en électricité renouvelable, il y a des projets de l'économie sociale et enfin des projets citoyens, portés par des citoyens. Comment est-ce que vous soutenez ces projets ? Écoutez, on aura un élu délégué à l'économie sociale et solidaire dans notre équipe. Ça me paraît très important. L'économie sociale et solidaire est une économie à part entière aujourd'hui. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sous le précédent quinquennat à ce sujet. Il faut qu'elle soit mise en application et moi j'ai bien l'intention de soutenir les partenaires de l'économie sociale et solidaire que nous avons dans notre ville, dans le pays de Saint-Malo. Oui, je pense qu'il faut que nous y prêtons tout à fait attention, à condition que l'on ne tombe pas dans l'idéologie politique. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà sur Saint-Malo au moins un projet d'énergie citoyenne. Comment allez-vous inciter également les entreprises à se doter de ces panneaux photovoltaïques ? Est-ce qu'il y a des subventions prévues ? Est-ce que ça se passe sur un volontariat ? Comment est-ce que vous envisagez d'impliquer fortement les entreprises sur l'énergie ? Pour l'instant, ce modèle économique a été pendant quelques années a été en souffrance puisque le tarif de rachat d'électricité par EDF a chuté brutalement. Aujourd'hui, les choses ont fortement évolué puisque le prix d'achat de ces panneaux a diminué, les taux d'intérêt sont très bas et donc aujourd'hui vous avez des projets privés qui sont tout à fait rentables sur des durées de 20 ans et donc ceux qui ne le feraient pas par conviction le feraient par intérêt. Aujourd'hui, vous avez des grandes surfaces, en particulier sur des ombrières de parking qui fonctionnent très très bien. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de toits correctement orientés. Oui. Et nous en avons suffisamment à Saint-Malo. Il ne s'agit pas de développer le petit photovoltaïque qui peut être difficile à mettre en œuvre dans des secteurs patrimoniaux, mais à des endroits sans aucun enjeu ou sur des friches éventuellement. Je pense à l'ancienne décharge par exemple. De la montagne Saint-Joseph ? Non, les Fougerets. Ah d'accord.
Donc vous n'incitez pas, je dirais, plus que ça les entreprises, mais vous allez leur démontrer que c'est plutôt profitable pour elles en termes d'image et aussi en termes d'économie, c'est ça? Et en termes d'économie, je pense qu'il y a beaucoup de communication à faire sur le sujet. Beaucoup pensent que ces modes de production d'énergie ne sont pas économiquement viables. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Voilà. On a 17% d'énergie renouvelable en Bretagne, mais le barrage de Harance y contribue fortement. On doit développer, puisqu'on ne veut pas consteller nos campagnes de grands éoliens, on doit en ville avoir une politique volontariste en matière de photovoltaïque. Donc là, en fait, vous nous rassurez sur le fait que pour ceux qui trouveraient que le paysage serait gâché par des éoliennes offshore, il n'y en aurait pas en baie de Saint-Malo. C'est ce que vous nous dites. Alors, pour le moment, sur les éoliennes offshore en baie de Saint-Malo, pour le moment, il n'y en a pas. Non, ça, c'est clair. Mais éventuellement un jour, il y en aura peut-être. Il faut être très prudent là-dessus quand même. Ouais. Moi, je vais être très prudent sur ce sujet. Ça fait débat, hein, bien sûr. Ah oui, ça fait débat. Pour le moment, on a protégé toute la partie autour du Mont-Saint-Michel de ce type d'installation. Et c'est aussi de l'environnement. Bien sûr. C'est aussi de l'environnement. Et il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants, qui poussent à la production de grands éoliens. Et il faut prendre des décisions autonomes et se battre quand ça contrevient à la beauté de notre littoral et de nos paysages. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas écarter cette ressource, puisque c'est vrai qu'on est quand même battu par le vent assez régulièrement, et que ça permet, c'est vrai, un approvisionnement, je dirais, dans notre région assez régulier. Après, tout est dans le mix énergétique aussi, je pense. Peut-être que... Allez-y, dites-moi. Sachant que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Bien évidemment. Et donc, on a déjà des très grands efforts à faire en matière par exemple, d'isolation thermique des bâtiments communaux, puisqu'il s'agit de vraies passoires. Et donc, il y a un gros travail à faire sur le sujet. Donc, on ne peut pas penser qu'en termes de production d'énergie, mais également en économie d'énergie. Tout à fait. Ok. Justement, je continue quand même sur l'énergie, parce que vous en parliez également ici, sur notamment l'hydrogène. C'est bien, vous avez bien suivi notre programme. J'ai tout lu. Allez-y, dites-en nous plus sur justement votre projet sur l'hydrogène. Sur l'hydrogène, vous voyez, on a par exemple remarqué que dans les ports, beaucoup de personnes se sont plaintes auprès de nous du bruit provoqué par les paquebots de croisière qui s'amarrent au bord des remparts, ou par les bateaux de commerce, ou tout type de bateaux qui séjournent dans le port pour des courtes durées, qui n'éteignent pas leur moteur et qui laissent, pour des raisons de consommation, tourner toute la machine. On sait, on a regardé ce qui se faisait dans d'autres ports. On sait que maintenant, par des alimentations hydrogène, on pourrait éviter ce genre de nuisance, et bien en partenariat avec le concessionnaire du port, parce que nous ne sommes pas dans le domaine de la ville de Saint-Malo, il faut quand même bien l'avoir conscience. Nous souhaitons développer ce genre d'équipement. De même, nous pensons à une navette plus régulière entre Dinard et Saint-Malo, et alimenté de façon... On a quand même un bel exemple à Saint-Malo, Énergie Observer. Oui. C'est quand même une expérience formidable. Ça n'est qu'à titre expérimental pour le moment, mais ça a quand même du sens. Mais si on ne sait pas profiter de l'expérience des marins de Saint-Malo qui font preuve d'initiative, qui font preuve d'avant-gardiste, alors on est à côté, quoi. Donc il faut qu'on sache utiliser ce genre de nouvelles technologies. Nous parlons d'hydrogène, mais il faut savoir que la propulsion de navires, en particulier de caboteurs, avec de l'électricité et des prises, est très répandue, en particulier en Norvège. Oui. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse. Absolument. Et on doit également parler d'un autre sujet qui est la possibilité de développer une flotte de vélos partagés à hydrogène. Oui, tout à fait. Vous avez un bon plan vélo. À une condition. À une condition, c'est que cet hydrogène ne soit pas produit, que ce soit pas de l'hydrogène noir mais blanc, que l'origine, évidemment l'hydrogène c'est dans l'eau, on a besoin d'eau et d'électricité, donc on doit séparer l'hydrogène de l'oxygène, et donc
si on a besoin d'une électricité qui est produite avec des centrales à charbon ou c'est pas ce qu'on souhaite, donc il faut que ce soit couplé avec de la production photovoltaïque. Au G7 à Biarritz, vous aviez une expérience développée localement pour la mise en œuvre d'une flotte partagée à hydrogène, ce qui permet d'avoir des licences de 200 km et éviter la pose de potelets. Voilà. D'accord. Je vois que vous avez particulièrement bien... Sachant qu'il y a des exemples, par exemple à Vannes, où vous avez des petites centrales de fabrication d'hydrogène à partir de panneaux photovoltaïques. Donc c'est une industrie qui aujourd'hui se développe et on doit s'y intéresser et on s'y intéresse. Alors justement, parlons un petit peu finance, parce que c'est vrai que ce sont des technologies avant-gardistes mais qui coûtent encore un peu cher, que ce soit la flotte à hydrogène entre Saint-Malo et Dinard, comme la flotte de vélo. Comment financez-vous cela? Est-ce que c'est au tout début, au milieu ou en fin de mandat? Comment je me colle. Sur le délai, il faut qu'on voit les choses, il faut bien qu'on étudie les choses, et il faut d'abord qu'on ait toutes les relations avec nos partenaires des ports. Parce que j'imagine qu'alimenter un bateau avec de l'hydrogène, ça nécessite des équipements sur le port, ça nécessite quand même, et tout ça, ça se fera en partenariat avec ses partenaires, s'ils le souhaitent aussi. Parce qu'encore une fois, on n'est pas sur notre domaine quand on est sur le port. Moi, je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de travailler avec les partenaires portuaires, et c'est même une obligation quand on a un port en pleine ville. Maintenant, là-dessus, on avance avec nos idées. Après, il va falloir qu'on les rencontre. Voilà, et négocier. C'est vrai que l'EDI s'était positionné comme étant avant-gardiste là-dessus. Absolument. Et souhaitant développer l'hydrogène. Absolument. Donc, on devrait être sur la même longueur d'onde. Ça devrait bien se passer. Voilà. Je vais avancer un petit peu dans le pacte. On va rentrer dans l'écologie. Oui, tout à fait. Et là, on a plusieurs mesures relatives donc à l'agriculture, la structuration des filières paysannes bio et locales, rémunératrices bien sûr pour les agriculteurs et agricultrices, préserver et mobiliser le foncier agricole, faciliter, accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs, proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective. Qu'est-ce que vous avez prévu? Parce qu'il est vrai que peut-être que pour certains électeurs ou électrices, votre posture, il y a quelque temps, qui reste très... Posture, je ne partage pas le mot. Alors je dirais votre vote, tout simplement. Le vote, mais attendez, alors voilà, est-ce que ça, bien sûr, est-ce que ça ne pourrait pas constituer un boulet, parce que bien sûr tout le monde est amené à évoluer dans ces questions environnementales. Donc allez-y, expliquez-nous votre cheminement. D'abord, je vais vous dire, il n'y a jamais eu de vote pour ou contre le glyphosate à l'Assemblée nationale. Je vais être clair sur ce point. Personne ne le comprend, parce que dès qu'on prononce le mot glyphosate, c'est comme quand on prononce le mot littoral, on ne peut jamais discuter. Mais il n'y a jamais eu de vote sur ce sujet. Il y a eu 2 amendements. Un amendement déposé par le député Mathieu Orphelin, avec qui j'ai d'excellentes relations, j'ai même signé des amendements avec lui. Et un amendement déposé par le député Jean-Michel Lambert, avec qui j'ai aussi de très bonnes relations. On était dans le cadre de la loi Egalim, la loi sur l'agriculture, et le fait de faire en sorte que l'agriculture soit suffisamment rémunératrice pour les agriculteurs et leur permettre de vivre de leur travail, avec quoi je suis complètement d'accord. Dans cette loi, avant cette loi, le président de la République a pris un engagement pendant sa campagne électorale, c'est que 3 ans après son élection, le glyphosate sera interdit. Lorsque ces amendements sont arrivés devant l'hémicycle, le ministre de l'Agriculture, qui était Stéphane Travert, a pris la parole et a dit: écoutez, moi je suis en négociation avec les agriculteurs, avec les filières du glyphosate, avec les surfaces commerciales, avec tous les partenaires en charge de l'utilisation, avec la SNCF, qui est quand même le plus gros utilisateur de glyphosate de notre pays. Et je suis en négociation avec eux pour mettre la volonté du président de la République en application dans 3 ans. Si vous me mettez ça dans la loi aujourd'hui, comment voulez-vous, notamment avec les agriculteurs et les représentations agricoles, comment voulez-vous que je continue à négocier si je leur dis on négocie, mais de toute façon ça sera comme ça? Négociez pas quand on vous dit ça sera comme ça, on arrête de négocier, on recrée la colère agricole que l'on a pu connaître dans le passé, et à mon avis, c'était effectivement, d'après tout ce qu'il nous a expliqué, je partage entièrement son point de vue, comme un très grand nombre de députés qui étaient présents dans l'hémicycle ce jour-là, parce que la meilleure solution,
Il y en a beaucoup qui l'ont fait, c'était de sortir de l'hémicycle. Ah oui. Sortir de l'hémicycle et puis laisser passer, c'est pas mon style là. C'est pas comme ça que je travaille. Chaque fois qu'il y a un vote, j'y participe et je prends mes positions. Et donc, moi, j'ai suivi la position du gouvernement qui a été de nous dire on est sur l'arrêt du glyphosate dans 3 ans, nous l'appliquerons. Richard Ferrand lui-même a pris la parole en disant si nous nous apercevons d'ici 1 an après le vote de la loi Egalim que cette décision ne peut pas entrer en application, il sera toujours temps de déposer une proposition de loi l'interdisant. Eh bien, je demande aujourd'hui à Richard Ferrand, nous sommes plus d'1 an après le vote, de déposer cette proposition de loi. Parce que moi, j'ai fait confiance sur le vote dans 3 ans. Immédiatement après le vote, je me suis inscrit dans une mission d'information de la stratégie de sortie du glyphosate de notre pays, qui était chargée de suivre comment on mettait en application sur les 3 ans cette interdiction. Parce qu'il ne suffit pas de dire on interdit le glyphosate. Il faut quand même donner aux agriculteurs la possibilité de cultiver d'une autre façon. Comment faites-vous alors pour les inciter à cultiver d'une autre façon ? Il faut leur fournir les moyens mécaniques. Il y a un coût. Mécanique. Il y a un coût financier. Ce sont des moyens mécaniques. Je suis allé visiter les vignobles avec la commission de suivi. On a été voir tous les types d'agriculture. Les agricultures qui posent le plus de problèmes sur ce sujet aujourd'hui, ce sont les agricultures en terrasse. Il y en a très peu dans notre pays, mais c'est les seuls qui continuent de poser une véritable difficulté aujourd'hui. Les vignobles en posent aussi, je ne peux pas vous le cacher, les céréaliers aussi. On n'en a pas encore beaucoup chez nous, mais ça devrait pas tarder. Voilà, mais moi je suis allé donc avec les membres de la mission, Julien Dive, Jean-Baptiste Moreau, nous sommes allés les visiter pour qu'ils nous expliquent leurs contraintes et ce dont ils avaient besoin pour compenser la non-utilisation du glyphosate. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'au moment du salon de l'agriculture, il y a 1 semaine, le président de la République a déclaré que son engagement, il ne le tiendrait pas. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai fait confiance sur un engagement dans 3 ans. Et écoutez, j'étais à la dernière mission de la commission de suivi de sortie de glyphosate. On recevait le ministre de l'Agriculture. Je lui ai dit, monsieur le ministre, et vous pouvez regarder le film, vous faites mission, vous l'avez sur Internet très facilement. Monsieur le ministre, vous êtes venu il y a 1 an. Vous nous avez dit il y a 1 an, la demande d'arrêter le glyphosate du président de la République sera appliquée au 1er janvier 2021. Quelle est votre position aujourd'hui ? C'était au mois de janvier. Cette année. Quelle est votre position aujourd'hui ? Le ministre de l'Agriculture, texto, m'a répondu, je vous le confirme, l'engagement sera tenu. Il y a 1 mois. Il y a 1 mois, il m'a dit ça. Alors j'ai dit, la difficulté c'est que vous nous dites dans votre intervention préalable avoir pris des mesures pour aider les agriculteurs. Moi je vous dis que les mesures que vous prenez dans ma circonscription à Saint-Malo, elles ne sont pas répercutées. Il y a un problème de communication entre Qui est en charge de justement répercuter ? Est-ce que c'est le maire ? Le ministère de l'Agriculture et les chambres d'agriculture. Le ministère de l'Agriculture et les chambres d'agriculture. Mais moi là-dessus, je pense que j'ai pris une position de sagesse à ce moment-là, parce que je savais que si on avait fait le contraire, c'était terminé, on n'en parlait plus du tout. On entrait dans les manifestations paysannes et plus personne ne pensait à arrêter le glyphosate. On a eu suffisamment de soucis dans différentes autres manifestations depuis ce moment-là. Le président de la République a pris un engagement, s'il ne peut plus le tenir, qu'il s'en explique. Moi, je suis pour qu'il tienne son engagement au 1er janvier 2021. Ça a toujours été ma position. J'ai fait un article de Ouest France au moment où il y a eu le vote. Et à ce moment-là, j'ai parfaitement expliqué ça. Le problème, c'est que cette explication, je n'arrive pas à la faire passer. Écoutez, j'espère que ça aura été bien l'occasion. Et justement, est-ce que vous seriez maintenant, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans un futur proche, en mesure de prendre un arrêté justement comme le maire de Langouette est-ce que vous prendriez... La réponse est non. Très bien. La réponse est non, parce que alors je vais vous dire, j'ai eu dans le cadre de la grande consultation et des concertations que je mène depuis maintenant un peu plus de 6 mois, j'ai commencé au début de l'été en fait, de nombreuses rencontres avec des agriculteurs dans la zone légumière de Saint-Malo. Si vous arrêtez dans les 150 mètres qui bordent une habitation tout traitement, vous ne cultivez plus rien dans la zone légumière parce que vous avez de l'habitat diffus partout. Est-ce que ça ne va pas en contradiction ? Je comprends bien. Est-ce que ça va en contradiction ? Voilà. Oui, dites-moi. Moi, je pense que les agriculteurs aujourd'hui, notamment ceux de la zone légumière, alors évidemment pas tous, mais on est obligé de s'adresser aux organisations, et que les agriculteurs sont prêts, qu'ils ont compris toute la difficulté que posait leur situation. Ils ne souhaitent pas effectivement que l'on prenne un arrêté interdisant à 150 mètres, mais les agriculteurs, depuis Alexis Gourvenec, travaillent au sein d'un laboratoire qu'Alexis Gourvenec a créé en Bretagne, je ne me souviens plus du nom du laboratoire, mais je pourrais vous le redonner, travaillent sur des cultures
sans pesticides, des produits sans pesticides, des choux-fleurs qui n'ont pas besoin d'être traités. Aujourd'hui, ils en ont trouvé pas suffisamment pour couvrir toute la zone des Guinières de Saint-Malo. Mais ils sont prêts dans le cadre d'une charte que l'on conclurait avec Saint-Malo Agglomération, charte sur le foncier, la construction sur le foncier, on va en reparler, vous avez une question ici, mais charte aussi sur le traitement, à faire en sorte de planter dans les zones qui bordent les habitations des variétés qui n'ont pas besoin de ce type de traitement ou en cas de crise grave, il peut y avoir une maladie, mais vraiment très diminuée, quoi. Ils sont prêts à négocier ça dans le cadre d'une charte. Mais ils veulent aussi des engagements de notre part, ils veulent de la discussion. Et moi, je trouve ça tout à fait ça. Voilà. Et je suis prêt au sein de Saint-Malo Agglomération à travailler avec eux là-dessus. Je regrette qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas un d'entre eux qui a été candidat dans une mairie pour qu'on puisse l'avoir dans le bureau de Saint-Malo Agglomération et avoir l'interlocuteur idoine pour monter ce genre d'opération. Ça ne sera pas le cas, ça ne nous empêchera pas de travailler. Ils y sont prêts, ils me l'ont dit. Très bien. Et on est quand même dans un territoire où la part de l'agriculture biologique est supérieure à celle des autres régions françaises. Oui. Absolument, 33%, c'est très important, il a raison Christophe. 33% d'agriculture biologique dans la zone légumière de Saint-Malo aujourd'hui. On était à 10% il y a 5 ans. Ah oui. Ça veut dire que ça explose, quoi. Donc on y va. Mais pour un agriculteur qui passe en agriculture biologique, vous savez, il y a un coût. C'est pas facile. Il y a une ou deux années sans production. Il y a voilà, absolument. Donc tout ça, il faut que ça soit traité au sein d'une charte dans laquelle on inclurait non seulement le traitement de leur production, mais également la consommation de foncier. Très bien. Il y a aussi la consommation du foncier, mais il y a la consommation tout court, et notamment la cantine, ce qui est déjà plutôt bien engagé. La cantine bio, c'est plutôt bien, mais il y a encore certainement des efforts à faire, surtout dans les EHPAD. Il y a quelques années, j'avais lu un document où on était content d'avoir un repas bio par an dans les EHPAD. Alors, à Saint-Malo ? Oui, c'était le rapport 2017 ou 2016, je crois. Sur Saint-Malo ? Oui, sur Saint-Malo. C'est peut-être un peu ancien, mais c'était disponible sur le site de la ville. L'est-il toujours, je ne sais pas, ce document, mais en tout cas, c'était inscrit. Et là, je crois qu'également, il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'une vraie filière pourrait se créer sur Saint-Malo, créant des emplois et favorisant justement cette agriculture biologique et locale ? Moi, je le pense. En tout cas, l'agriculture bio, elle a énormément évolué dans les cantines scolaires, où ça fonctionne. Les circuits courts, l'agriculture bio, ce qui est quand même pas mal aussi. On a toujours des efforts là-dessus, mais moi, prêt à travailler là-dessus, j'ai vraiment aucun problème là-dessus. Voilà. Mais vous dire que si je suis maire de Saint-Malo demain, j'imposerai à tous les EHPAD de mettre du bio, non, ça doit se faire en concertation avec eux. Oui, non, mais bien sûr, on s'entend, bien évidemment. Donc, autre domaine de l'écologie, les trames vertes, bleues, noires, et redonner la place aux vivants sur le territoire. Il y a pas mal de choses, on a parlé un peu déjà d'éclairage pour la trame noire. La trame verte et bleue, comment vous vous organisez ? Parce que c'est très morcelé sur le territoire. Trame bleue, la mer, on n'y touche pas évidemment. Bien sûr, mais les cours d'eau. Ah, vous parlez des cours d'eau. Et alors, les zones humides. Zones humides, les rivières, parce qu'il y a une mesure spécifique sur la protection de l'eau, parce qu'on a l'étang Sainte-Suzanne qui fait l'objet de mesures dans lequel étang on retrouve 69 quand même produits qui va du glyphosate à l'atrazine. C'est quand même pas très rassurez-vous, on ne consomme pas l'eau de l'étang de Sainte-Suzanne. Oui, heureusement, mais ça veut bien dire que ça se retrouve dans l'environnement et que donc, que ce soit ici ou ailleurs... Protection de tous les terrains qui bordent ce genre de retenue d'eau, évidemment. Et c'est déjà bien avancé. Le syndicat des eaux de Beaufort a fait un travail considérable à ce niveau-là. Là-dessus, il faut absolument protéger la ressource en eau. Est-ce que, juste une petite question, est-ce que vous augmenteriez les analyses et le spectre d'analyse pour rassurer quand même la population ? Moi je crois on le dit à plusieurs reprises dans le cadre de notre journal, la plus grande transparence à ce niveau-là, sur la qualité de l'air, sur la qualité des eaux. Là-dessus, j'ai pas de problème. Maintenant, quand vous me dites augmenter les analyses, il faut voir dans quelles conditions ça se fait. Je n'ai pas étudié comment on pourrait, quel coût financier, il faut qu'on étudie tout ça, quoi. Mais là-dessus, les citoyens ont le droit à l'information sur ce sujet. Écoutez, quand vous allez à Paris, qu'il y a de la pollution, vous entendez à la radio, aujourd'hui, les voitures claires ne circulent pas.
Et vous le savez tout de suite qu'il y a de la pollution. Pourquoi est-ce qu'à Saint-Malo, s'il y a de la pollution de l'air, on ne le saurait pas? Alors que les mesures sont faites. Justement, effectivement. Alors que les mesures sont faites. Oui, j'ai lu aussi que vous souhaitiez plus de transparence à ce sujet, oui. Avec un affichage. Oui. Ça se fait déjà depuis longtemps en Espagne, par exemple. Oui. Parce que voilà. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Hein. Et justement, il y a des industries qui rejettent, on le sait, des particules dans l'atmosphère de différentes natures. Comment est-ce que vous allez les inciter à faire mieux sur la qualité de l'air? Est-ce que vous pourriez éventuellement demander une taxe sur le droit de polluer, si j'ai envie de dire, voilà, parce que comment vous allez inciter les entreprises qui ne sont pas toujours vertueuses ou qui souhaiteraient l'être? Vous visez une principale entreprise à Saint-Malo, j'imagine? Plusieurs. Bon, en fait, très franchement, moi je pense qu'on a quand même des chefs d'entreprise responsables. Je les ai rencontrés dans le cadre de la campagne, j'en ai discuté avec eux. Oui. Évidemment, je suis député. Un député ne peut pas se désintéresser quand il voit un article dans le journal comme celui qu'on a vu la semaine dernière sur les rejets d'ammoniac. Précisément d'ammoniac. Mais même avant d'avoir cet article, j'étais allé les rencontrer et j'ai les relations avec eux qui me permettent de vous dire que ces chefs d'entreprise vont investir très lourdement dans les rejets, dans les cheminées, dans la façon de produire pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Vous savez, ils ont l'Adréal sur le dos en permanence et l'Adréal, c'est pas forcément un contrôleur avec un bâton, ça peut aussi être un partenaire. Et pour eux, c'est important que la population sache qu'ils font tout ce qu'il faut pour éviter ce genre de problème. Et quand est-ce qu'ils vont le faire? Parce que c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Très bien, ça va être... Et il y a également les trémies sur le port. Absolument. Ah oui, parce que ça aussi. Alors ça, c'est la société EDIS, qui a dans son cahier des charges de la concession, a proposé d'avoir un premier acte symbolique pour l'environnement, c'est plutôt que de préserver ces prémies dans lesquelles, vous savez, les grues relâchent les phosphates en plein vent et que ça vole de cette façon, avoir des trémies aspirantes installées sur le port. Évidemment, moi je surveille ça de très près et je les encourage à tenir leurs engagements le plus rapidement possible. Oui, le plus rapidement possible. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps pour l'urgence écologique, donc le plus tôt sera le mieux. Pardonnez-moi. Donc voilà, donc la ressource en eau. Sur l'étalement urbain. Alors très important. N'est-ce pas? Très important. Donc voilà, ça fait partie du pacte que je veux négocier avec les agriculteurs. Aujourd'hui à Saint-Malo, on a une difficulté majeure et vous le voyez bien, c'est qu'on ne peut pas s'étendre du côté de la mer, c'est évident. Et côté terre, il nous faut préserver la ceinture verte de Saint-Malo. Je pense qu'il y a encore quelques possibilités sur quelques terres un peu incultes ou non cultivées actuellement de trouver encore quelques possibilités de quelques constructions, mais très 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 limitées. Donc pour ça, moi je veux travailler avec les agriculteurs pour qu'on définisse les terres qu'ils utilisent moins ou qui sont pour eux les moins fertiles et qu'on leur compense ces terres parce que l'on appelle les terres qui bordent le littoral sur lesquelles on travaille actuellement. En les remettant en culture les terres qui ont été préemptées par le Conservatoire du littoral et par le Conseil départemental, on y travaille, la Saint-Malo agglomération, il travaille depuis déjà plus d'1 an et demi, en les remettant en culture sous certaines conditions, c'est-à-dire sans aucune utilisation de pesticides. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Entre terre et mer, d'Hervé Mallet. C'était une série, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui, quand vous voyez ces agriculteurs sur la pointe du Minga en train de cultiver leurs choux-fleurs de l'époque, je me souviens très bien de ces images, ça avait du sens, c'est les meilleures terres de Saint-Malo. Aujourd'hui, on ne les utilise plus parce que tout a été préservé par le Conservatoire du littoral, par le Conseil départemental. On les laisse en friche, on laisse proliférer une faune d'animaux qui n'est pas forcément souhaitable et qui pose certaines nuisibles, ce qu'on appelle les nuisibles, qui posent aussi des difficultés. Et remettre ces terres en culture, terrain par terrain, c'est du cousu main. C'est le travail que fait actuellement Terre de Saint-Malo avec Saint-Malo agglomération. Il y a des sujets à exploiter en contrepartie d'autres terres pour lesquelles ils auraient moins d'intérêt à cultiver. D'accord. Et également l'étalement des centres commerciaux de ce type de construction. Est-ce que Je pense qu'on a atteint un bout là-dessus. Moi, je veux faire revivre les cœurs de ville là. Comment vous y prenez-vous, du coup? Eh bien, en commençant par ne pas augmenter les impôts fonciers.
C'est chaque fois que vous augmentez les impôts fonciers, vous faites fuir les commerces des cœurs de ville. Et je pense qu'il y a un moment où vous voyez bien qu'aujourd'hui, les grandes surfaces qui se sont installées à l'extérieur sont restées quasiment vides. Les dernières grandes surfaces qui ont été construites dans la zone de la Gracinée, allez, s'il y a un commerce dans toute la grande surface, c'est bien le maximum. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Voilà, donc vraiment, moi j'ai la volonté de renforcer. Alors c'est toute une politique, renforcer les cœurs de ville. C'est un ensemble d'activités. On me parle d'associations sportives qui sont dans certains quartiers qui doivent reconstruire leurs locaux. Si je suis maire, je réfléchirai d'abord à reconstruire leurs locaux là où elles sont actuellement parce qu'il y a les commerces à côté. Et je sais que pour la vie commerçante, c'est important. Tout ça, ça fait partie d'une politique du cœur de ville. D'accord. Alors, je vais passer maintenant. Donc on a parlé quand même déjà de territoire énergie positive. Je voudrais m'arrêter sur la mesure numéro 13. Oui. On a légèrement abordé, puisque ça fait bien la transition avec ce qu'on disait avant, contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et font reculer la biodiversité. Alors c'est quoi par exemple ? Eh bien, moi je vais vous demander de vous positionner sur des sujets que vous connaissez peut-être déjà et sur lesquels vous avez préalablement parlé dans les médias. Il s'agit de Rotenneuf Environnement. Oui, tout à fait. Déniel. Également la centrale à bitume de Mignac-Morand, puisque vous avez un projet de territoire, c'est très marqué dans votre campagne, ce projet de territoire agglo. Donc ça se passe sur l'agglo. Et également, mais ça je sais que c'est déjà quelque chose sur lequel vous vous positionnez en faveur, c'est le projet du musée maritime. Vous dites que vous serez très à l'écoute de ce que pensent les Malouins. Imaginons, si les Malouins, la majorité, est en faveur de votre projet, il n'y aura pas de souci. Mais si ça commence à coincer, parce que c'est vrai que c'est 32 millions dans votre brochure. À mon avis, c'est bien plus que ça. Et voilà, moi je partais sur plus. Voilà, c'est un coût financier pour la commune. Moi j'ai pris le coup affiché par la ville. C'est le seul coût que je peux connaître. Et dont on sait généralement, comme pour la Grande Passerelle, que ça dépasse généralement l'appel d'offres qui est prévisions. passé la semaine dernière a été infructueux. Donc, est-ce que on ne pourrait pas redimensionner ? Est-ce que ce projet est-il vraiment nécessaire ? Je sais, pour le lire dans votre programme, que vous comptez dessus pour une revitalisation et une continuité, j'ai envie de dire, de l'offre touristique sur Saint-Malo. La transition écologique, ça coûte très cher. Il y a des projets qui coûtent très cher, comme l'hydrogène dont on parlait tout à l'heure, mais aussi toutes les infrastructures qui seront nécessaires pour, par exemple, la mobilité, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est également un gros point. Un gros sujet. Voilà. C'est une vision de la ville à 20 cette ans. problématique. On est sur une vision de la ville à 20 ans. Bien sûr. On n'est pas sur une... C'est le rôle de la maire d'ailleurs, d'avoir une vision à long terme. Justement, est-ce que ce projet... Vous parlez d'un autre sujet dont je parle beaucoup, c'est l'hôpital. Mais bon, oui, voilà. Donc vous souhaitez créer un deuxième hôpital ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je suis été initié à une réflexion. Que le sujet soit mis sur la table quand on engage tant de millions de dépenses pour rétablir un bâtiment, qui est une passoire énergétique et qui restera une passoire énergétique. Mais je dis, il faut se poser une autre question à côté. Je dis pas que c'est possible. J'ai pas On est dans le cadre d'une fusion de deux établissements hospitaliers, Dinan et Saint-Malo. Est-ce que c'est pas le moment de se poser les véritables questions ? Pareil pour le tourisme mais moi je dis que c'est mon rôle de maire de se poser ces questions-là. Si je suis maire, je serai président du conseil d'administration du centre hospitalier, groupement hospitalier du territoire de Main. Eh bien ces questions, je souhaite les mettre sur la table avec les médecins, avec l'agence régionale de santé, avec le nouveau ministre de la Santé, et qu'on ait cette réflexion de fond. Avant de dire on va dépenser 100 millions pour rétablir un établissement, eh bien est-ce qu'on ne va pas se poser la question de savoir combien coûterait un nouvel établissement. Voilà. Et où ? D'autant plus que c'est peut-être la seule ville de France où nous avons un tel équipement dont les services principaux, les urgences, les blocs opératoires, la scintigraphie, la radiologie, se trouvent en dessous du niveau de la mer.
C'est vrai. Donc c'est en zone de submersion marine. Et vous n'avez pas répondu à ma question sur le tourisme. 3 heures qu'on a besoin. C'est vrai, vous voulez je suis d'accord avec vous. Les maritimes, des miels, de quoi alors? Voilà, mais ces 4 thèmes-là, parce qu'on a posé la même question en fait aux autres candidats. Pas de problème. Et donc voilà, c'est pour faire un comparatif finalement là-dessus. Donc voilà, donc moi vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas dans ma campagne dans un cadre d'une campagne d'attaque vis-à-vis d'une municipalité qui n'aurait pas bien fait son travail. Je considère qu'il y a eu du travail de fait. Qu'il y a eu du travail financier, qu'il y a eu du travail de voirie, qu'il y a eu du travail de construction, que les dossiers n'ont pas si mal été menés. Ça, par contre, je pense qu'il y a eu une cassure avec la population. Et le dossier de Roté-Neuf Environnement, il est l'illustration de ce qui s'est passé de mon point de vue. Voilà. Moi, je pense que Roté-Neuf Environnement, et je l'ai dit lors du débat que nous avons eu avec eux, s'ils avaient le sentiment d'être un petit peu considérés, s'ils avaient eu le sentiment de pouvoir discuter. Mais les niais aussi. Hein. On va voir les niais après. De pouvoir discuter, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que je pense qu'ils n'étaient pas contre la construction d'habitation sur ce site. Par contre, ils voulaient, c'est clair, ils tenaient sur préserver une partie de zone humide. Le projet au début c'était 300 à 400 logements. On est passé à 800 logements. Il y a un moment où on doit se poser des questions. Et c'est vrai que les zones humides, c'est important. Et c'est vrai que la législation, elle va forcément évoluer là-dessus. Et que la politique de compensation sur des zones humides moins intéressantes, eh bien, un jour ou l'autre, ça ne fonctionnera plus. Donc, il faut évoluer. Aujourd'hui, on est dans quelle situation? On est dans la situation d'une association qui a fait un référé, qui l'a obtenu. C'est-à-dire que le juge a dit, moi, j'ai pas de jugement sur le fond. Donc, en attendant le jugement sur le fond, je demande l'arrêt des travaux. Je ne me prononce pas sur le fond. Je dis pas l'association a raison. Je dis pas la mairie a raison. Je dis, je ne sais pas, donc je fais arrêter les travaux. Principe de précaution, je fais arrêter les travaux. Et il y a un recours sur le fond qui a été formulé. Aujourd'hui, imaginez par exemple que le recours sur le fond donne raison à Roté-Neuf Environnement. J'en sais rien, je ne suis pas magistrat. Et c'est pas moi qui aurai la charge de le juger, mais ça peut être très rapide. Imaginez qu'il donne raison à Roté-Neuf, qu'est-ce qu'on fait? Justement, c'est la question que je vous pose, parce que là, il y a des familles qui sont... procès. Au promoteur. Les acquéreurs se retournent contre le projet. Les acquéreurs, ils vont finir par se retourner contre le promoteur. Évidemment, ils ont acquis des maisons. Le promoteur va se retourner contre la ville qui a délivré le permis d'aménagement. La ville va se retourner contre l'État qui a donné des avis favorables à l'aménagement du projet. Et on est parti pour 10 ans de procédure. Ces familles qui se retrouvent... c'est tout le problème. C'est pour ça que je dis que la discussion, la concertation en amont, moi, ça m'a beaucoup appris sur le sens de ma campagne, ce projet-là. C'est né de tout ça. J'ai regardé tout ça, j'en tire les conclusions. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans la population. La population, elle veut être acteur des décisions qui se prennent dans notre ville. C'est très important. Alors justement, autre dossier très chaud qui aurait très certainement dû passer au scanner de l'opinion publique, c'est les Niels. Parce que encore un projet qui, on va dire, est de tourisme, disons d'un certain niveau, peu accessible à la population. C'est quand même du 5 étoiles, on reste sur du 5 étoiles, on n'est pas sur du camping. Moi, si vous voulez, sur le projet économique, j'ai pas de problème. Sur le projet économique. C'est-à-dire, il y a une entreprise, ça se prête à la zone de Saint-Malo, c'est une thalasso, on est en bordure de mer, on sait que la mer à Saint-Malo est bonne pour ce type de soins. Je vous réponds ce que je pense. J'ai pas de problème sur le... Par contre, mais je l'ai dit aux promoteurs immobiliers, pas aux promoteurs du projet, je ne suis pas favorable à ce qu'on construise sur le trait de côte. Donc voilà, puisque vous dites vouloir préserver, mettre en valeur notre patrimoine architectural et paysager, donc ça rentre exactement là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt envisager une pluralité des offres en matière de tourisme, de l'écotourisme? Par exemple, ça aurait été un lieu qui s'y prête parfaitement. Oui. Je comprends que le maire actuel a eu la volonté d'essayer de rentabiliser un petit peu cette opération pour financer d'autres projets. Je comprends aussi ça, il ne faut pas non plus... D'accord. Je veux bien l'entendre. Il y a un porteur de projet qui est le groupe des Termes Marins qui veut réaliser ce projet à cet endroit. Je pense qu'on aurait pu vendre des terrains beaucoup plus chers. Bon, ça c'est mon point de vue.
Moi, vraiment, le projet économique, je ne veux pas rentrer dans la discussion là-dessus parce que je n'ai pas de problème. Est-ce que vous soumettriez aux citoyens malouins ce dossier sur, je dirais pas forme de référendum évidemment, mais... Moi, ma position jusqu'à présent, elle a été de dire... Est-ce que vous concerteriez les malouins ma position, elle a été de dire, on a un projet. Le maire de Saint-Malo, de mon point de vue, aura délivré le permis de construire, s'il ne l'a pas déjà fait, avant le 15 mars ou avant le 22 mars. J'ai un désaccord avec lui sur la qualité de la construction. Et je l'ai dit en conseil municipal. J'ai d'autres désaccords sur la façon dont a été mené le dossier, parce qu'il y a un problème de voirie, enfin il y a des tas de difficultés. Qui est un coût de la commune, du coup exactement, que le maire aura à gérer après, et à mon avis qui est loin d'être facile à gérer, que c'est des ennuis considérables pour l'avenir. Maintenant, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec la façon dont on construit ce projet, et d'autres associations à Saint-Malo ne sont pas d'accord non plus. Il va y avoir des recours. Il va y avoir des recours, il y a des tribunaux pour dire le droit dans notre pays. Il y a un moment, on ne peut pas, quand on change de maire, si vous voulez, à chaque fois revenir sur tout. Il y a une continuité du service public. Mais il y a des tribunaux mais il y a des tribunaux pour dire le droit, et bien moi je laisserai les recours s'épuiser, et croyez-moi, il va y avoir des recours. Très bien. Dernier point sur lequel je souhaiterais vous entendre, des derniers projets aussi, sujet à controverse, qui concerne Miniac-Morvan, qui est donc l'entreprise de centralage à bitume. Je suis un peu embêté là-dessus, pour être tout à fait franc avec vous, parce que j'ai voté la délibération, comme tous les membres du conseil communautaire. Il n'y a pas un membre du conseil communautaire qui ne l'a pas voté. Elle a été votée à l'unanimité. Ça m'appelle à m'interroger parfois sur les procédures. Si vous voulez, à Saint-Malo agglomération, on fonctionne beaucoup, un peu comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, par commission. Chacun a son dossier spécifique, travaille sur le fond de son dossier, et après fait confiance à l'autre pour avoir... voilà. Et donc ce dossier, il est passé un soir, très tardivement, après un dossier de 200 pages, et ben voilà, c'est passé. Et tout le monde... C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, mais je vous le dis quand même, c'est passé comme ça et tout le monde l'a voté. Aujourd'hui, je vois bien que ça provoque un certain mécontentement. J'ai rencontré des entreprises qui étaient autour, dont une qui produit du lait en poudre pour les pays extérieurs et qui a un gros problème d'environnement à cause de ça. J'en ai parlé à la société Bouygues Immobilier. Cola, c'est une filiale de cette société. Écoutez, c'est une discussion que j'aurai à nouveau avec eux si je suis président de Saint-Malo agglomération, parce que je pense que l'on fait une erreur. Voilà. Maintenant, j'ai peur que le coup soit encore parti, quoi. Voilà, c'est bien le problème, c'est qu'on a du mal à revenir en arrière sur des projets qui sont quand même hautement polluants. On ne dit pas non aux entreprises, mais il y a quand même un certain cadre à respecter quand on voit l'urgence environnementale. C'est vrai que voilà, c'est très important. Alors, on va avancer dans le pacte. Allez-y. Oui, parce que je vois qu'on se rapproche de l'heure. Allez-y. D'accord. La mobilité, très important. Oui. Donc il y a toute une série de mesures, renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité des transports en commun sur le territoire. Absolument. Mais le territoire malouin, j'ai envie de dire, et on l'ajoute à l'agglomération, parce que... les transports publics, c'est l'agglomération. Voilà. C'est une compétence effectivement qui relève de l'agglomération, mais Saint-Malo a vraiment concentre beaucoup de cette mobilité, puisqu'on voit bien tous les matins le flot de voitures qui arrive à Saint-Malo. J'en fais partie puisque je n'habite pas là. Et comment comptez-vous faire? Je crois que vous avez non seulement un plan vélo, mais aussi le projet d'implanter des parkings extérieurs. Il y en a un projet à Paramé. Et aussi également des parkings extérieurs pour les camions. Pourquoi? Comment est-ce qu'on transporte du coup les marchandises du port vers ce parking? Comment, en fait, oui voilà. Oui. Comment concevez-vous maintenant et le transport des habitants, et intérieurs, extérieurs, et de marchandises, le flux de marchandises? Je pense que nous devons avoir un plan global de mobilité qui comprend qu'on doit mettre sur la table l'ensemble des mobilités. C'est pas la voiture et les transports d'un côté et les transports en commun de l'autre, c'est pas le vélo et l'accessibilité d'un autre côté, c'est tout dans le même panier. Je pense que chaque travaux engagé en ville est l'occasion d'avoir une réflexion globale sur ce que peuvent devenir ces travaux par rapport à l'ensemble des autoroutes. Je m'explique, quand j'étais adjoint maire il y a 6 ans, j'ai fait une véritable piste cyclable sur le boulevard de l'Espadon à Saint-Servant. Il m'a beaucoup été reproché, on me dit, part de Bouchard-Vert, elle va jusqu'à l'église Saint-Jean et elle va nulle part après. Alors, qu'est-ce qu'il y en a suivi?
On a fait les travaux boulevard de Malvilla jusqu'à la rue du Parquier. On a poursuivi la piste cyclable. Demain, il faut finir la rue du Parquier, la rue de boulevard de Malvilla, de la rue du Parquier jusqu'à la rue Michel de la Bardelière. Et on aura une piste cyclable qui partira du Mouchoir Vert, qui rejoindra la piste cyclable qui fait le tour de la Rocade, qui rejoint elle-même le parking Paul Féval, et qui demain, le parking Paul Féval peut très facilement, par une piste cyclable voie verte le long de la voie ferrée, rejoindre la gare de Saint-Malo, puis Saint-Malo intramuros. Et la boucle est bouclée. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Nous sommes chaussée du Sillon. Oui. Chaussée du Sillon, on a la moitié de la chaussée pour faire une véritable piste cyclable. Nous voulons, le dimanche matin, à partir du printemps, donner la chaussée du Sillon aux coureurs à pied, aux personnes à mobilité réduite, au vélo, entièrement. Et en semaine, leur faire une demi-voie de circulation, un sens unique pour la circulation, retour que du Vieux-Trouin, dans un sens ou dans un autre à étudier, j'ai mon idée là-dessus, mais peu importe. Vous arrivez après ici, mais cette voie, elle a tout pour être réaménagée. L'avenue Pasteur, vous voyez l'état dans lequel elle a tout. Alors, je ne vais pas vous dire ça va se faire en un an, tout ça. Mais si on n'a pas cette vision-là pour l'avenir et pour le vélo à Saint-Malo, on n'y arrivera jamais. Et c'est pas des bandes tracées au sol à la peinture qui polluent. C'est de véritables pistes cyclables auxquelles il faut qu'on arrive. C'est un projet ambitieux pour l'avenir. Je ne vais pas vous dire on va le réaliser dans 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Il va falloir faire une programmation des travaux, mais on doit avoir ça en tête. Pour les transports poids lourds, ce qu'il manque à Saint-Malo, c'est une aire de repos pour les poids lourds. C'est tout à fait différent. J'interdis pas le transport pour vous, c'est ça. Ou alors il faut qu'on monte. Alors là, c'est des coûts très très importants. Et non, il faut quand même que les transporteurs puissent arriver au port. Oh non, bien sûr. C'était justement pour avoir 6 points d'éclairement, d'éclaircissement. Il faut qu'on crée une zone de repos pour les poids lourds quand ils viennent se stationner à Saint-Malo la nuit. Il n'y a rien. Vous les voyez stationner le long de la voie de la Gracinée, vous les voyez stationner n'importe où. En bordure de certaines routes. En bordure de certaines routes, ils n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de... Il y a des moyens. Il faut qu'on trouve les meilleures solutions. Alors certains envisagent de mettre ça sur la zone des Fougerets. Moi j'aurais voulu, mais je ne sais pas si c'est réalisable, c'est peut-être un rêve, mais si on n'a pas des rêves, après tout, vous voyez la station-service sur la 137, les 2 stations-service qui sont... Vous en avez une en arrivant sur Saint-Malo. Derrière, vous avez la zone Atalante. Alors, attention, parce qu'il y a une zone humide juste derrière. Je le sais. Il y a une zone humide à privilégier, mais peut-être qu'avec une voie de contournement, on peut peut-être envisager d'aménager quelque chose à cet endroit, en partenariat avec la station-service, pour tout ce qui est, comme ce qui se fait sur les autoroutes. Sans prendre de trop sur le foncier, justement. Exact. Mais on a déjà la zone Atalante. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, mais si vous voulez, quand je vous dis ça, alors on est filmé ce soir. C'est pas un engagement que je vais le faire, il faut que j'étudie si c'est possible. Non mais voilà, c'est très voilà, bien. Je veux voir ces différentes solutions. Non, mais c'est donc les transports en commun. Et les mobilités, les transports en commun, oui. Voilà, parce que donc vous dites renforcer la liaison entre les parkings relais et la ville, des navettes écologiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie le projet de transport collectif en site propre? Quelle est la différence en fait avec ce qui existe maintenant? Un projet de transport collectif en site propre, c'est-à-dire que en fait vous avez uniquement le bus qui circule sur la voie. Alors un bus, ça peut être un bus beaucoup plus moderne, on parle de bus à haute qualité de service, différentes solutions, on parle de tramway aussi, je ne sais pas si un tramway à Saint-Malo est la solution idéale, encore que. Se poser la question. Mais, il y en avait un avant. Oui, il y en avait un avant. Mais vous voyez, par exemple, quand je pense à un site propre, vous prenez vous allez dire que je parle beaucoup de Saint-Servant, on me le reproche un peu, mais bon, vous prenez le Mouchoir Vert au rond-point de la rue René Godet. On a toute une partie de la voie qui est une servitude urbaine qu'on peut aménager aujourd'hui. Sur le côté, il y a un mur en pierre. Le long du cimetière de Lorette, vous avez un mur en pierre tout le long. Derrière, ça appartient à la ville. On peut élargir la voie. Là, par exemple, pourquoi ne pas commencer à installer un site propre de transport? Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne vous le dis pas. Mais c'est tout ça qu'il faut qu'on imagine demain. C'est un plan de mobilité général sur la ville. Et justement, pour faire en sorte que ceux qui travaillent à Saint-Malo mais qui n'y habitent pas soient incités à prendre plus les transports en commun, parce que moi j'habite Plerguet, il y a une certaine époque on mettait plus d'1 heure pour arriver jusqu'à Saint-Malo et encore j'étais pas arrivée à destination. Évidemment ça n'incite pas du tout à prendre les transports en commun. Est-ce que vous avez un plan là-dessus? Est-ce qu'il y a une idée?
travailler avec le partenaire qui vient d'être retenu, là, qui a commencé au début du mois de janvier, avec qui il faut qu'on voit dès notre élection pour essayer de résoudre tous les petits points de dysfonctionnement qui existent aujourd'hui. Ça passe par une augmentation des fréquences de bus, un raccourcissement des trajets, et puis on a certaines mesures très volontaristes à prendre sur lesquelles j'ai eu beaucoup d'hésitation quand on a rédigé le programme avec les membres de Malice, mais pour lesquels certains membres de Malice étaient très insistants, c'est-à-dire on parle beaucoup aujourd'hui de gratuité des transports, pour inciter à prendre le transport dans un objectif de développement durable. Je m'interroge beaucoup sur cette mesure parce que je pense que dans la gratuité, il y a toujours quelqu'un qui paye, quoi. Il y a un coût, il y a tous les... Je me demande jusqu'où on peut aller, quoi. Vous proposez tout de même la gratuité pour les moins de 18 ans, absolument, pour les personnes âgées, voilà. Donc c'est le compromis que j'ai trouvé. Chômeurs. Sur condition de ressources quand même. Oui, j'ai dit, mais on n'a peut-être pas entendu. Il y a quand même un minimum. Oui, bien sûr. Donc il y a quand même une partie de la population qui serait concernée par cette gratuité. Moi je connais des personnes âgées qui ne se déplacent plus parce qu'elles n'ont pas les moyens de se déplacer. Et ça, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est effectivement difficile, c'est soit se déplacer, soit se chauffer. L'objectif, c'est que les transports en commun soient fréquentés parce que là, il y a moins de voitures sur la route, il y a moins, voilà, on y a tous intérêt. En matière de développement durable, on y a tous intérêt. D'ailleurs, vous préconisez un transport qui irait, des axes privilégiés ou des lignes privilégiées qui iraient de l'aquarium, en fait, à tous les centres touristiques, aquarium, intra, la gare, voilà. Donc, est-ce que il y aurait peut-être pas un conflit avec le transport des passagers usuels de toute l'année, puisque c'est ce que vous dites. Ça peut pas être que ça. Hein. Aujourd'hui, je viens de recevoir un syndicat, dans le cadre des rendez-vous de campagne qu'on peut avoir, qui me dit que les entreprises ont été un peu mis à l'écart de la réflexion. Donc il faut quand même qu'on travaille aussi là-dessus. L'emploi, c'est important. L'hôpital, ça doit être... L'emploi, c'est extrêmement important. Voilà, et peut-être pas miser sur le tout-tourisme. Voilà. Et je n'ai pas écrit ça comme ça, d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est une expression qui m'est propre. Oui. Le tout-tourisme. Non. Justement... alors on va avancer un petit peu parce qu'il y aurait beaucoup de choses on peut même prendre un deuxième rendez-vous si vous voulez. Voilà, donc le transport des marchandises, on en a parlé, tarification incitative aussi sur les déchets. J'ai quand même envie de vous parler des écolieux et de l'habitat participatif parce que vous le mentionnez à un moment donné dans votre programme. Comment vous voyez ça, voilà, pourquoi? Alors, habitat partagé et habitat participatif, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, voilà. C'est pas la même chose. Habitat partagé, je vois très bien l'intérêt qu'on peut avoir à faire cohabiter des générations entre elles. À un moment où on préconise le maintien à domicile des personnes âgées. Il y a toute une série d'idées à exploiter sur l'aménagement des domiciles, sur les mélanges des générations, sur l'habitat participatif. Vous avez une expérience qui est en train de se faire à Dole-de-Bretagne actuellement. Mais il faut s'en inspirer. Voilà. Moi, j'ai pas d'opposition à ça. Lorette, par exemple, pourrait être... Écoquartier, Lorette aura des éléments d'habitat participatif. Très bien. C'est prévu. Une crèche commune, une salle de détente, rencontre des habitants, des jardins partagés, tout ça, ça fait partie de l'écoquartier de Lorette. Et les écolieux, comme par exemple, vous savez, des bars, des cafés qui sont tenus par des associations. Il y a 1000 projets qui sont possibles sous cette appellation. Faut voir comment on les finance. Vous parlez, mais ça existe déjà, les repair shops. C'est pas vraiment, oui, ça fait partie, mais ça reste vraiment sous l'égide plutôt d'associations et la municipalité en fait finalement n'a pas les billes dedans et c'est très comme ça. Mais est-ce que par exemple s'il y avait un nouveau projet qui se proposait, qui aurait besoin de soutien, que ce soit d'un endroit ou de finances, est-ce que vous étudieriez ce type de projet d'écolieu? Je ne veux pas prendre l'engagement comme ça. Non, bien sûr, mais c'est une possibilité.
faut voir de quoi il s'agit. Je suis prudent parce que si vous voulez, je suis très inquiet sur les capacités des dépenses de fonctionnement de la ville de Saint-Malo. Ah oui. Donc je préfère être très prudent sur tout ce qui est source de même menus, sur tout ce qui est source de dépenses. On voit que ça occupe effectivement ça, et c'est pour ça aussi que je vous posais la question Je ne sais pas si tous mes concurrents ont des programmes aussi complets. Je ne peux rien dire. Donc, avançons. Donc, on en a un petit peu parlé, c'est l'accès au droit. On a parlé un peu de la santé, on va parler de l'emploi du coup. Accompagner les personnes qui en sont éloignées. On parlait justement de sortir un petit peu de toutes ces filières dont on a l'habitude sur notre territoire, qui c'est principalement du tourisme et du bâtiment et des services. Comment faire pour dynamiser ? Quel secteur d'activité vous souhaiteriez voir apparaître et comment vous faites pour les faire venir ici ? On a tout le secteur de ces entreprises modernes qui se développent beaucoup déjà sur Saint-Malo, qu'on appelle les start-up, qu'il faut favoriser. Que vous ne souhaitez pas mettre à l'écart, mais plutôt à l'intérieur de la ville ? Plutôt à l'intérieur de la ville, absolument. Ce sont des entreprises qui sont phares, qui sont des entreprises en général non polluantes, tenues par des jeunes très préoccupés d'environnement. Tout ça, je pense qu'il faut vraiment favoriser cela, les soutenir. Ensuite, il faut toujours penser, et j'ai des différences avec un certain nombre de personnes là-dessus, que si on veut pouvoir accueillir des entreprises, d'abord je crois fortement que les entreprises locales seront celles qui se développeront le plus sur notre territoire et qu'on doit favoriser leur développement. Mais que s'il y a des entreprises extérieures qui veulent venir, oui, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les aide, il faut qu'on soit là, présent. La première action, à mon avis, c'est d'avoir des terrains à leur proposer. Et ça, il nous faut quelques réserves foncières pour ça. Et ça commence à être très limité, contrairement à ce que me disent certaines personnes. Très bien. Oui. Il s'agit aussi de l'insertion des personnes qui sont éloignées de l'emploi. La MITS fait un travail formidable. Il faut également soutenir des initiatives pour les personnes handicapées et qui sont porteurs d'un handicap, avec des initiatives formidables. Regardez ce que les Cafés Joyeux font, magnifique initiative. Ça a démarré à Rennes, le porteur du projet est Eddy Nardet, le président de la République d'ailleurs a mis en avant cette initiative il y a 15 jours en leur permettant d'assurer le service à l'Élysée. Donc il faut regarder toutes les initiatives. La ville n'a pas vocation à tout faire, mais elle peut soutenir, mettre en avant les initiatives foisonnantes, des associations qui constituent une vraie richesse pour le territoire. Tout à fait. Je vais avancer un petit peu, je suis désolée de devoir un petit peu les débats, mais voilà, il y a d'autres thèmes encore qui sont importants. La démocratie participative, donc ou co-construction, enfin voilà, il y a beaucoup de termes maintenant qu'on utilise. Comment est-ce que vous la concevez tout au long de votre mandat ? Parce que le pacte pour la transition ne s'arrête pas le 22 mars, au contraire, il prend jusque la fin du mandat. Comment vous concevez la démocratie participative ? Est-ce que vous avez déjà prévu des commissions extra-municipales ? Je sais que vous en avez prévu pour le thème. Comment allez-vous faire ? Moi, je ne veux pas me sentir lié par un papier. Il faut qu'on soit clair quand même. Je veux avancer, j'ai ce fil rouge de l'environnement, de la transition énergétique dans mon programme, et je veux vraiment que demain, après le 22 mars, ça soit l'ADN de la municipalité, avec la démocratie participative aussi, la concertation. Et si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que chaque situation est différente et chaque situation pose une difficulté particulière. Et qu'à partir de là, je ne peux pas me lier dans un cadre que je ne pourrais pas respecter après. Quand je prends un engagement, je le tiens. Ah mais la démocratie participative ne se fait pas ni que dans un sens, ni que dans un autre. Sur la démocratie participative, moi je suis convaincu que, je vous l'ai dit d'ailleurs, déjà la population ne veut plus rester passive devant les décisions qui se prennent et que nous avons le devoir de l'associer en amont à toute une série de décisions. Je vais vous citer un exemple. J'étais dans le cadre de la concertation préalable à la campagne que j'ai menée, ça fait 6 mois qu'on est en campagne. Dans le cadre de la concertation préalable, j'étais dans le quartier de la Gare. Et puis un habitant d'un immeuble juste à côté de l'îlot numéro 9, qui est l'îlot sur lequel devait être construit le sémaphore, m'a dit, écoutez monsieur Lurton, le sémaphore a été abandonné, moi je ne vous demande pas ce que vous comptez faire à cet endroit-là,
J'espère que vous n'avez pas d'idée d'ailleurs, Émilie. Parce que moi je souhaite que vous nous associez les habitants du quartier à ce qu'il va falloir faire à cet endroit-là avant de nous proposer un projet. Et je trouve, voilà, il a défini complètement le sens que je veux donner à la façon dont on va travailler demain. Associer la population en amont. Alors après, il y a des moyens, les commissions extra-municipales, oui. D'accord, voilà, donc c'était mon question, c'était ça. Il y en a une très concrète sur l'intramuros qu'on remettra en place parce qu'il y a des choses très difficiles à résoudre l'intramuros et je ne pense qu'on ne les résoudra pas si on ne fait pas s'entendre les habitants, les commerçants, si on ne les met pas tous autour d'une table. Mais il y a des commissions extra-municipales par grand quartier, sincèrement par année. Il y a des commissions extra-municipales sur des sujets, sur la sécurité. Vous savez, l'avantage de la commission extra-municipale, c'est quoi ? Vous associez les habitants, vous associez les institutions, vous associez aussi les services de la ville, qui perçoivent, comme le perçoivent les élus quand ils vont dans les réunions de quartier, les difficultés auxquelles on peut être confronté. Et après, qui ont beaucoup plus, à mon avis, la capacité à répondre à ces difficultés. Donc tout ça, si vous voulez, je suis convaincu qu'il y a moyen d'avancer. Donc il y aura plusieurs commissions, vous avez dit, donc c'est sur des sujets structurants, l'urbanisme, l'environnement, le patrimoine, par secteur géographique. C'est comme ça que... Par secteur géographique, voilà, c'est comme ça que vous organiserez votre... Il y aura des commissions par secteur géographique, il y aura une commission extra-municipale sur le patrimoine, elle existait déjà dans le passé, c'est très important, mais je ne suis pas exclusif d'un sujet. Ça doit être discuté. Et dans quelles conditions ? D'accord. Voilà, c'est ça. C'était le sujet des 3 dernières questions, des 3 dernières mesures. Il me reste une petite question. C'est vrai que on voit quand même quand on lit les brochures de campagne, les professions de foi, on voit que beaucoup de programmes se sont capés de vert et aussi de jaune du coup, puisque le projet de démocratie participative. Mais pour vous, qu'est-ce qui fait vraiment la différence avec tous les autres programmes? Qu'est-ce qui vous caractérise le plus? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est sans doute la question la plus difficile que vous me posez, mais je crois que j'ai une petite idée là-dessus. Vous voyez, ça fait un certain temps que je suis dans la vie publique, on me le reproche. Moi, je considère que c'est un avantage, c'est une expérience, et c'est aussi une sincérité. Les gens à Saint-Malo, dans le pays de Saint-Malo, dans la circonscription de Saint-Malo, ils savent que j'ai toujours été présent à leur côté. Et que quand je ne fais pas ce que je dis, ils peuvent me le dire directement. Parce qu'ils m'ont tous les jours en face d'eux. Si on me dit pourquoi vous allez à telle ou telle manifestation pour un député, c'est pas important, c'est pas... Eh bien si chaque personne est importante et chaque personne doit pouvoir un jour ou l'autre me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui, voyez-vous. C'est ça qui me différencie les autres candidats. Cette sincérité, cette expérience du terrain, cette pratique du terrain. Ce que je dis, je le mets en application. Et si je ne le mets pas en application, eh bien les gens, ils sont toujours à mes côtés. Pour les habitants, ils sont toujours à mes côtés pour me le dire et ils savent me le dire. Très bien, très bien, très bien. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je n'aurai pas le mot de la fin. Mais je peux juste dire que le nom de la liste, c'est Saint-Malo, notre lien. Ce lien, il faut le tisser, le retisser. Et d'ailleurs, l'environnement est un superbe sujet parce que c'est notre bien commun et qu'il y a aujourd'hui une adhésion forte de la population. 92% des habitants prennent conscience des enjeux environnementaux et climatiques. Et donc aujourd'hui, il faut non seulement penser global, mais agir local et tout de suite. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Lurton. Merci à vous.